Dernière particularité qui a un impact sur un calcul de revenu d'entreprise. Je vous rappelle qu'on est dans le point 4, il y en a 6 à voir, puis je ne les faisais pas dans l'ordre. C'était sur quoi on s'était entendu. Un mot sur la cessation de l'exploitation d'une entreprise. Donc, ça revient à dire quelles sont les particularités ou quels sont les impacts sur un calcul de revenu d'entreprise quand une entreprise est à sa dernière année. Une entreprise, peu importe les raisons, est en fin d'existence, cesse ses opérations. Bien, ce qui va arriver, évidemment, c'est que dans l'année, l'entreprise va probablement céder la majorité de ses actifs. Une entreprise qui est en cessation d'entreprise, d'exploitation, ça veut dire qu'elle va arrêter ses opérations. Inutile de garder tous les actifs. On ose croire que cette entreprise-là va vendre la totalité de ses actifs. Pensez à un bilan d'entreprise. Qu'est-ce qu'on retrouve comme actif? Il encaisse. Ça ne se vend pas vraiment, l'encaisse, mais après ça, on a des comptes à recevoir qui vont probablement être vendus. On a un reste de stock qui va probablement être vendu. On a des immobilisations, les machines, l'outillage, les présentoirs qui vont être vendus. Vendus à qui? Peu importe, à la personne qui achète votre entreprise. Ça peut être un concurrent, ça peut être votre fils qui va poursuivre l'exploitation à votre place. Peu importe. Pensez à des contextes de transfert d'entreprise. Quelles sont les conséquences dans le calcul du revenu d'entreprise? Avant, j'ai le goût de vous dire qu'il n'y en a pas vraiment d'impact autre que va falloir faire les calculs usuels. Je pense que c'est ce que je dis ici, là, dans le petit paragraphe qui est ici. Il n'y a rien vraiment de particulier qui arrive. Il va juste falloir prendre chacune des ventes d'actifs une à une, puis bien considérer l'aspect fiscal de cette vente d'actifs-là. Donc, une compagnie qui vend certaines de ses immobilisations, des machineries, tout ça, ben, on va apprendre, surtout quand on va voir les règles d'amortissement, puis les règles de calcul de gain capital, on va appliquer les règles générales on va appliquer les règles générales qu'on va apprendre en temps et lieu. Il n'y a rien de particulier là-dessus. Dit autrement, là, que tu vendes une machine pendant que tu es en opération ou que tu cesses tes opérations puis que tu vendes toutes tes machines, c'est le même traitement fiscal. C'est juste qu'il y a plus de chiffres, il y a plus de calculs, mais les conséquences sont les mêmes. Je vais attirer votre attention sur deux actifs, d'accord? Donc, si on dit que, je vous rappelle ici, je vous dessine le bilan pour voir c'est quoi les actifs qu'on vend quand on cesse notre exploitation. Je vais attirer votre attention sur deux actifs, les comptes clients, ou en tout cas les créances, synonyme de compte client, et la vente d'inventaire. J'attire votre attention sur ces deux actifs-là. On commence par le plus facile, l'inventaire. Donc, quand tu cesses tes opérations puis que tu vends tout le reste de ton stock, imaginez une entreprise de vente, pensez à Target par exemple, qui a essayé de faire des ventes de fermeture, c'est toujours le classique. Tu essaies de vendre le plus possible de stock pendant que tu finis tes opérations à tes clients réguliers. Mais à un moment donné, tu ne videras pas ton inventaire, il en restera toujours. Donc, le résiduel, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas le vendre à ton concurrent. Quel prix tu vas le vendre, ton stock, à ton restant, à ton concurrent? Peut-être que tu vas le vendre égal au coût. Peut-être que tu vas le vendre un peu plus cher que tu l'avais acheté. Dans quel cas, tu feras un petit profit ou une petite perte. Et quelle est la nature de cette perte-là? On va mettre ça comment dans le rapport d'impôt de l'entreprise qui vend son inventaire parce qu'elle finit son année? Vous ne savez pas? Voulez-vous que je donne des choix de réponse? Donnez ça les choix de réponse, hein? Sont ici. Les choix de réponse. Laissez faire le 3C, là. C'est une des sources de revenus qu'il y a là où c'est du gain capital. La réponse, ça va être du revenu d'entreprise. Ça va être du revenu d'entreprise ou une perte d'entreprise, dépendamment. Donc, tout simplement, vendre du stock lors de ta fermeture d'entreprise, vendre ton résiduel d'inventaire, ça va toujours générer du revenu ou une perte d'entreprise. Ça, c'est la retenir. Si tu n'étais pas si tu fermais pas ton entreprise puis tu continuais à opérer, si Target, là, quand ils vendent une cafetière 40$ puis qu'ils l'ont payé 35$, le 5$ de profit qu'ils font, c'est du revenu d'entreprise quand ils étaient en opération. Ben, de vendre 28 cafetières restantes sur tes tablettes parce que tu fermes ton entreprise, c'est la même chose. Donc, de vendre du stock pendant que tu opères ou de vendre du stock pendant que tu n'opères plus, c'est le même traitement, revenu ou perte d'entreprise. L'autre question, c'est sur l'autre actif le deuxième sur lequel je vais attirer votre attention, la vente des comptes clients, des comptes à recevoir ou des créances. Donc, si on prend notre bilan d'une entreprise, encore une fois, je ne sais pas si Target avait probablement pas beaucoup de comptes à recevoir, là, je ne pense pas qu'ils faisaient crédit à leurs clients, mais prenez une autre entreprise où dans le bilan, on a des comptes à recevoir.
Je vais juste prendre les chiffres de mon exemple, là, peut-être pour être plus... Imaginez qu'on a 85 000 de compte à recevoir au bilan. L'acheteur, vous êtes en fermeture, donc vous dites à l'acheteur qui veut acheter tous vos actifs, si moi je suis le vendeur, je vais dire, tu m'achètes mes inventaires, parfait, tu m'achètes mes immobilisations, parfait, mais tu vas prendre mes comptes à recevoir aussi. C'est pas vrai que moi, après la vente, je vais courir après mes vieux clients. Là. Si tu prends mon entreprise, tu prends tout. Fait que mes comptes à recevoir, j'en ai pour 85 000, au livre de moi 85 000 pars avec les comptes à recevoir, puis fais le recouvrement toi-même. Ouf, je sais pas, si j'étais acheteur, moi, si je ferais un chèque en blanc de 85 000 à un vendeur qui me dit j'ai 85 000 de compte client, hey boy, c'est moi qu'il faut qu'il court après, là. Tu me demandes de payer 85 000 pour une liste de comptes, ben, vous savez ce que c'est, puis que moi, après, j'aille faire la collecte de ces gens-là, montre-moi ta liste de comptes à recevoir. Tu sais, je pense que l'acheteur va être très critique face à ça. Fait que probablement que si l'acheteur va me demander de voir ma liste de comptes à recevoir, puis que vous savez comment c'est fait, une liste de comptes à recevoir, là, 30 jours, 60 jours, 90 jours, 120 jours. Hey, il y a du 120 jours là-dedans. Je te donne pas une scène pour ça. Ils sont dans ton 85 000. Mais moi, c'est pas vrai que je juge que ça n'a pas tant de valeur que ça, puis je suis pas sûr que je vais pouvoir recouvrir des comptes à recevoir, par exemple, qui sont très vieux. Donc moi, là, selon mes calculs, quand je regarde ta liste, sur 85 000, je pense qu'il y en a 78 000 vraiment recouvrables, donc c'est ce que je t'offre. Je te donne 78 000 pour tous tes comptes à recevoir. C'est à prendre ou à laisser. Pas bien. OK, j'accepte. Donc, moi, le vendeur, je fais quoi avec ça dans mon rapport d'impôt? J'avais 85 000 de compte à recevoir. Ça revient à dire des ventes déjà imposées, pour lesquelles, en finalité, j'en récupère seulement 78 000 lors de la vente finale. Fait que j'ai vraiment perdu ces 1000. C'est clair, là. J'ai fait des ventes pour 85 000. Je m'attendais à recouvrir 85 000. En finalité, je vais en recouvrir 78. Il y a un manque à gagner clair de 7 000 $. On traite ça comment dans le rapport d'impôt? Choix de réponse? Tout le temps ça, choix de réponse. Hein? On ne peut pas inventer des sources de revenus qui, en fiscalité 2, semaine 6, il n'y aura pas une nouvelle source de revenus qui va nous apparaître. On les connaît, supposé les connaître. C'est-tu une perte? C'est-tu un moins dans mon calcul de revenu d'entreprise? Moins 7 000? Ou ça pourrait peut-être être une perte en capital. Bon, ben, elle n'est pas évidente la réponse. Le traitement par défaut, c'est une transaction de nature capitale. Donc, c'est une transaction qui va générer gains et pertes en capital pour les deux parties. Ça veut dire que moi, dans ce cas-ci, je ferais clairement à 3B, où vous avez vu dans le tableau ici, là, je ferais clairement une perte en capital. Je ne suis pas capable de souligner cet écran-là. Là. Ma perte en capital. Donc, c'est vraiment ici que ça se passerait dans mon rapport d'impôt de vendeur. Perte en capital déductible. Donc, si on fait un petit calcul très facile, là, si je fais une perte en capital de 7 000, vous savez que c'est une perte en capital déductible de 3 500 à 50 % et ça doit être épongé, ça doit éponger du gain capital imposable seulement. C'est la même chose pour l'acheteur. L'acheteur qui vient de m'acheter ça, c'est comme si la transaction était de nature placement. C'est comme si ces deux contribuables-là venaient de transiger du placement. Moi, j'avais un placement, en guillemets, qui m'avait coûté 85, je le vends 78, perte en capital de 7. Puis l'autre, mon acheteur, c'est comme s'il achetait un placement, un bloc de compte à recevoir, ça peut être traité, c'est ce que le fisc fait, comme du revenu, comme du placement. L'acheteur qui m'achète ça, il m'achète un placement, il paye 78 000. Combien il va en recouvrir, l'acheteur, sur 78 000? L'histoire ne le dit pas, mais faites une hypothèse. Imaginez que l'acheteur achète 78 000, un bloc de compte à recevoir, puis qu'il en recouvre 80. Il vient de s'enrichir de 2. Comment vous pensez qu'il va traiter ça dans son rapport d'impôt? Gain capital de 2 000. Imaginez que l'inverse. Il paye 78, il en recouvre 75. Il se mord les doigts, hein? Il a payé encore trop cher. Il vient de perdre 3 000. Comment vous pensez qu'il va traiter ça dans son rapport d'impôt? L'acheteur, cette perte de 3 000-là, perte en capital. C'est toute de nature gain et perte en capital pour tout le monde parce qu'on assimile ça à une transaction comme si on transigeait des actions en bout de ligne, qui pourraient prendre ou perdre de la valeur. Ça, c'est le par défaut. Donc, il en résulte une perte ou un... Pour l'acheteur, c'est compte à recevoir à rabais, nanana, résultera un gain capital. Tout ce qu'on vient de dire. L'exception, puis là, évidemment, traitement, vous connaissez le traitement des gains et des pertes en capital. On vit avec cette réalité-là. À 50 %, seulement utilisable contre des gains en capital, tatata.
L'exception, si vous voulez que ça soit une autre, si vous voulez que cette transaction-là ne soit pas de nature placement, donc au lieu qu'elle soit pour tout le monde une transaction qui génère gain ou perte en capital, l'autre choix, vous devinez qu'est-ce que ça pourrait être, il y a comme deux possibilités logiques. Hein? L'autre, ce serait du revenu d'entreprise. Si vous voulez que ces impacts-là, au lieu qu'ils soient de nature placement, affectent plutôt votre revenu d'entreprise, vous pouvez. C'est juste que vous devez faire un choix conjoint. Un choix conjoint, c'est que les deux doivent être d'accord. Donc, l'article 22 de la loi, c'est pas important le numéro d'article, dit si l'acheteur et le vendeur sont d'accord, puis qu'ils signent un formulaire, le T2022, c'est pas important le numéro du formulaire, mais les deux sont d'accord, ce que ça va avoir comme impact, c'est que tous les calculs vont demeurer les mêmes. Ça ne change rien à la réalité. Si on perd 5 000, on perd 5 000, mais ça va plutôt affecter le revenu d'entreprise. Donc, le vendeur va faire des pertes d'entreprise et l'acheteur, maintenant, ce n'est pas un placement qu'on va réputer qu'il acquiert. On va plutôt faire semblant que ces comptes à recevoir-là, il les a toujours eus. Donc, pour 78 000, l'acheteur va être réputé avoir lui-même donné naissance à ces comptes à recevoir-là, 78 000. Imaginez qu'il en récupère 80 et qu'il s'enrichit de 2, ça va être maintenant du revenu d'entreprise. Et imaginez qu'il en récupère moins que 78, ça va être une mauvaise créance, déductible du revenu d'entreprise. Donc, les chiffres demeurent les mêmes. La fiscalité ne peut rien changer à la réalité là, commerciale, mais le traitement fiscal va être de nature à affecter plutôt le revenu d'entreprise. Donc, rapidement, regardez, si je vous montre, on a pas mal tout dit, là, mais je vais vous montrer un petit exemple de ça. Ici, on vend deux actifs, là, les fameux stocks et les fameux comptes à recevoir. Donc, on est une quincaillerie, puis on se fait acheter par un gros groupe de quincailleries qui s'appelle le groupe Roma. Donc, on vend ces deux actifs, inventaire et créances. Au livre, dans le bilan, sont à 300 000. Donc, si on regarde le bilan de la compagnie, on a des comptes à recevoir de 85 000. Puis, on a du stock pour 300 000. Combien l'acheteur nous donne pour ça? On l'a ici. Il me donne 290 000 pour mon stock. Même chose en passant. Pensez-vous qu'un acheteur, parce qu'il voit au bilan que tu as 300 000 d'inventaire, en 30 secondes, il va sortir son chéquier et il va te faire un chèque de 300 000 pour ton inventaire? Seriez-vous critique, vous, avant de faire un achat? Si vous achetez une maison, là, ça ne coûte même pas 300 000, ça coûte 150 000. Si vous faites 3 mois d'inspection, puis vous faites 3 visites, puis vous checkez partout pour être sûr que c'est un bon achat, c'est normal, un achat de 150 000. Pensez-vous qu'un acheteur qui achète des inventaires à 300 000 fait ça les yeux fermés? Wow! Montre-moi tes les inventaires. Ou tu peux toi-même faire une prise d'inventaire. Puis tu peux peut-être dire, il y a du vieux stock là-dedans, il y a du désuet, je ne paierai pas 300 000. Donc ici, par exemple, je te donne 290 000, puis je juge que c'est ça que ça vaut. C'est négociable avec raison, comme n'importe quelle autre transaction. Même chose pour les comptes à recevoir, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, je vais aller vous montrer les conséquences fiscales de cette transaction-là. Il y a une perte sur chacun. Hein? Vous voyez, le stock, 300 000, on perd 10 000. Les stocks, les comptes à recevoir, on perd 7 000. Donc, si on va voir le traitement facile pour le stock, vous le savez, je viens de perdre 10 000, donc c'est une perte d'entreprise ou une déduction dans mon calcul de revenu d'entreprise. Et pour les créances, si on laisse aller le par défaut, perte en capital, 7 000, déductible à 50 %. Et l'acheteur, lui, il se ramasse avec un placement qu'il acquiert à 78 000. Et dans le futur, il y aura les mêmes conséquences, le même traitement dans le futur, gain ou perte en capital pour tous. Ça, c'est s'ils ne font pas de choix. Je vais changer de couleur. Ce qu'ils pourraient faire, s'ils voulaient changer cette réalité-là, c'est de faire un choix. Donc, dans ce cas-ci, le 7 000 de perdu, au lieu que ce soit une perte en capital, ça devient déductible dans le calcul du revenu d'entreprise. Et l'acheteur qui acquiert des comptes à recevoir à 78 000, c'est plus du placement. C'est vraiment des comptes à recevoir comme si lui-même avait donné naissance à ces comptes à recevoir-là. Il avait toujours opéré la quincaillerie, puis c'est lui qui avait fait des ventes pour 78 000, puis il attendait d'être payé. Donc, le traitement normal pour quelqu'un qui exploite puis qui a des comptes à recevoir. Dans quel cas, s'il devait perdre dans le futur, il aurait droit à une provision pour mauvaise créance. On en parle ici. Et s'il devrait recouvrir plus, on lui demanderait de s'imposer. C'est ce qu'on explique ici dans les hypothèses.
Ici, il y a 2 transactions qui s'annulent techniquement, là, qui n'ont pas d'impact. Juste que vous ne soyez pas mêlés, faites comme s'ils n'existaient pas. Donc voilà, soyez attentifs à l'examen. Un contexte qui est dur à maquiller puis qui est dur à cacher, fermeture d'entreprise, cessation d'entreprise, une entreprise vend ses actifs, dont ses comptes à recevoir et ses inventaires. C'est là-dessus que je vais vous amener à appliquer le bon traitement. Des questions? Oui, je vous écoute. Attention, vous dites 2 mots tout à fait différents. En tout cas, stock, inventaire, je pense que ce sont des synonymes. C'est des choses qui ont été acquises dans le but de les revendre aux clients. Alors que des immobilisations, c'est complètement différent. C'est des actifs qui sont utilisés pour exploiter l'entreprise, qui ne sont pas destinés à la revente. Donc, le traitement fiscal est très différent sur les reventes de ces 2 types d'actifs. Revendre des stocks ou des inventaires, c'est clairement du revenu d'entreprise, alors que revendre une IMO, c'est une transaction de nature capitale, gain ou perte en capital. Mais ça, on ne l'a pas appris. Merci beaucoup pour votre question, mais ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, là. On en a parlé depuis le sujet 1. On faisait la différence entre un Sport Expert qui vendait une auto puis une Honda Trois-Rivières qui vendait une auto, puis c'était pas le même traitement, parce que pour une entreprise, c'était son stock, alors que pour l'autre, c'était une immobilisation. Fait que rien de nouveau pour ça ce matin. D'autres questions? OK, ça, il nous en reste un à voir, mais on va y revenir, OK? Parler de la recherche et développement, c'est pas nécessaire ce matin, il n'y en aura pas à l'examen, mais ça va revenir à l'examen final. Fait que, en temps et lieu, quand je serai rendu dans le sujet 6, puis que je vais vous parler du crédit d'impôt pour la recherche et développement, je reviendrai sur ce sujet-là. Donc, faire une histoire courte, là, 30 secondes, mais quand des entreprises investissent en recherche et développement, on veut beaucoup les aider au niveau gouvernemental. Donc, l'aide fiscale est très généreuse pour les entreprises qui font de la recherche et du développement. Sinon, elles n'en feraient pas. Et un pays où les entreprises n'innovent pas, où les entreprises ne font pas de recherche et développement, c'est des pays où l'économie est faible, n'est pas créatrice de valeur, puis où l'économie est basée sur pensez à des pays asiatiques, là, tout ce que ça fait, c'est de la recopie, puis des doublures. Donc, bref, on en reparlera en temps et lieu, mais il y a énormément d'aide fiscale. Ça en est quasiment disgracieux comment il y a de fonds publics qui vont. C'est pas positif, là, j'y crois, là, mais c'est phénoménal combien il y a de fonds publics, d'aide fiscale qui sont accordés aux entreprises qui font de la recherche et développement. Puis ça se traduit en 2 choses. Une super déduction dans le calcul du revenu d'entreprise. Vous comprenez pourquoi on devrait logiquement en parler aujourd'hui. Déduction dans le calcul du revenu d'entreprise. Puis un immense crédit d'impôt. Mais je vais mettre ça tout ensemble. Puis quand je parlerai du crédit d'impôt, quand on sera rendu dans le calcul de l'impôt, je reviendrai sur la super déduction. Juste donner un ordre de grandeur. Avez-vous une idée au Québec? Mettons là une entreprise. Juste finir là-dessus, là, la recherche et développement. Là. Vous savez comment les entreprises n'ont pas beaucoup d'argent, souvent sont serrées, sont en manque de liquidité. L'économie est difficile ces temps-ci. Là. Imaginez une entreprise qui se dit est-ce que je devrais investir, moi, démarrer un projet de recherche et développement? Par définition, là, un projet de recherche et développement, c'est un projet qui va te coûter une fortune puis que tu n'es pas sûr du résultat. Ça prend un niveau d'incertitude pour que ça se qualifie de recherche et développement. Fait que tu sais, tu fabriques des bâtons de hockey en aluminium, puis tu te dis, ouais, mais si on trouvait un nouveau matériau un peu plus léger, il me semble que ça améliorerait nos hockey. Fait que là, tu as le choix. Là. Tu pourrais peut-être injecter 1 million dans des recherches, tu engages des spécialistes, des chimistes, tu te crées un laboratoire pour trouver un nouveau matériau. Attention, pour peut-être trouver. Une chose est sûre, ça va te coûter 1 million. La chose qui n'est pas sûre, qu'est-ce que tu vas trouver au bout d'1 million? Il y a des chances que tu ne trouves rien, puis il y a des chances que tu trouves quelque chose. Est-ce que vous pensez que les entreprises trouvent ça bien sexy et attirant d'investir 1 million dans quelque chose d'aussi incertain? La réponse, c'est non. Vraiment, là, les entreprises, si on les laissait à elles-mêmes, là, il n'y en a pas une maudite qui ferait de la recherche et développement. C'est bien trop incertain, puis ça coûte bien trop cher pour le niveau, pour l'assurance qu'on a des résultats. Donc, le gouvernement est derrière les entreprises et les aide énormément parce qu'on juge que c'est bon pour notre économie, puis on juge que collectivement, on a tout avantage à ce que nos entreprises soient des innovantes, puis essayent des choses pour qu'on ait une économie basée sur l'innovation. Bombardier, là, s'ils sont rendus où ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils en ont fait de la recherche et développement. En masse. Puis pourquoi ils n'ont fait tant que ça? Parce que l'État est là pour les aider. Puis je vous donne un chiffre pour finir la discussion. Si on encourt 1 million dans un projet de recherche et développement, avez-vous une idée combien vous allez recevoir en chèque de l'État pour vous aider?
Dites un chiffre, sur 1 million. 90% sous forme d'aide gouvernementale? C'est beaucoup, ça se peut. 80%, c'est 70%. Tu vas recevoir un chèque de 700 000 $ du gouvernement pour t'aider dans ton projet de recherche et développement qui coûte 1 million. Fait qu'on s'entend-tu que le risque n'est pas si gros que ça en bout de ligne? Ton vrai risque, c'est 300 000. Parce que l'État en assume 60 l'État, c'est nous en passant, là, c'est vous, c'est moi, on en assume 70%. Puis imaginez, pour finir, c'est-tu le fun, un partenaire comme l'État qui encourt 70% du risque? Puis imaginez que je trouve une solution miraculeuse qui m'enrichit, qui fait déquintupler mes profits. Est-ce que mon partenaire qui a pris 70% du risque, l'État va demander 70% des futurs profits ou il me les laisse au complet? Poser la question, c'est d'y répondre. Hein? Il me les laisse au complet. Un partenaire idéal. Fait que bref, on en reparlera, c'est tout qu'un sujet, c'est vraiment le fun. Il faut le savoir que ça existe. Puis si on a à conseiller des entreprises qui veulent faire de la recherche et développement, il faut aller chercher tout ce qui est disponible. Mais ce n'est pas facile, c'est très complexe comme sujet. Donc, on y reviendra. 4.6, on l'a fait. On a vidé le sujet la semaine passée. On a fait un exemple. La capsule vidéo de l'enregistrement du cours peut peut-être être utile à ce stade-ci. Je ne sais pas à quel point vous les consultez, mais de retourner voir cet exemple-là qu'on a fait en classe tranquillement qui faisait tout le tour de cette question-là importante des sorties de fonds par les actionnaires. On ne revient pas là-dessus aujourd'hui. OK, dernier thème. Dernier thème qui a aussi sa part de difficulté. Donc, je vous rappelle que le sujet 1 s'appelle « Calcul du revenu d'entreprise et de biens ». Ça fait comme 4 cours et demi qu'on est sur le calcul du revenu d'entreprise. Il nous manque le « et de biens ». Il faut finir avec ça. Un mot sur comment on calcule un revenu de bien. Ça mérite quand même moins de temps, là. Donc, il y a aussi des éléments inclus, il y a des éléments déductibles, puis le revenu de bien, c'est le net des deux. Votre principal problème, là, en tout cas, le principal problème des gens, c'est qu'ils oublient des déductions. Le gros piège quand on calcule un revenu de bien, c'est qu'on ne va pas chercher les déductions. Erreur qu'on ne fait jamais quand on calcule du revenu d'entreprise. Imaginez-vous un comptable qui rentre dans une business et qui dit « C'est quoi ton chiffre d'affaires? 800 000, je t'impose sur 800 000. » Même le client qui ne connaît rien en comptabilité dirait « Oui, mais j'ai des dépenses à l'encontre. Tu peux-tu faire inclusion moins des... » C'est un réflexe dans le monde du revenu d'entreprise. Mais c'est drôle dans le calcul du revenu de bien, hein, les gars. Souvent, on dit à quelqu'un « Montre-moi ton T5. » C'est T5 qui fait état de tes revenus d'intérêt. Puis là, la personne soumet le T5, puis c'est marqué 35 000 d'intérêt, puis on l'impose sur 35 000 d'intérêt. Ben, c'est drôle, c'est aussi stupide, quant à moi, que d'imposer une entreprise sur son chiffre d'affaires puis pas se soucier de ses dépenses déductibles. Pourquoi on ne se soucie pas de ses dépenses déductibles à celui qui te soumet du revenu d'intérêt? Il y a une tonne de dépenses possibles pour les investisseurs qui, niveau fiscal, vont aller s'appliquer à l'encontre du revenu de bien. On se rappelle, c'est quoi les revenus de bien? Revenu d'intérêt, revenu de dividende, revenu de location. C'est vraiment ce qui est passif, qui ne demande aucun effort, aucune expertise, qui est tout simplement le fruit d'un placement. Donc, on va aller s'intéresser à ces deux listes-là. Donc, on commence par les éléments à inclure. On s'intéressera aux déductions. Je vous souligne les 3 mots magiques. Intérêt. Je vais tout de suite sauter de page juste pour vous mettre en... Intérêt, dividende, et vous devinez qu'on va avoir location. C'est juste ça, le revenu de bien pour les fins du cours. Les revenus d'intérêt, ce n'est pas le même traitement si on est un particulier que si on est une société qui gagne des revenus d'intérêt. Hein, vous savez, peu importe la forme juridique, on peut gagner du revenu d'intérêt. Ce n'est pas réservé aux individus. Donc, moi, comme individu, si j'ai un dépôt à terme qui me paye de l'intérêt, je vais mettre ça dans ma T1, ma déclaration d'impôt d'individu. Évidemment, il n'y a rien qui empêche une société de faire la même chose. Une société par action peut très bien faire un placement en obligation qui lui rapporte de l'intérêt. Dans quel cas, il va falloir qu'elle s'impose sur sa T2, le rapport d'impôt de la société. La nuance, c'est tout simplement sur la façon de comptabiliser les revenus. Les particuliers, on y va sur une base de caisse. Donc, un particulier, on te demande de t'imposer sur l'intérêt que tu as encaissé. Il n'y a pas de calcul à faire d'intérêt couru puis tout ça. Regarde, si tu as reçu un paiement d'intérêt le 28 novembre, puis que le prochain paiement va en février, ben impose ça sur ton paiement reçu le 28 novembre, puis ça finit là. Oui, mais
Qu'en est-il des intérêts courus en décembre que je n'ai pas encaissés? Laissez faire ça, là, les particuliers, c'est trop, on y va plus simple que ça, base de caisse. Les sociétés, par exemple, on va devoir faire un calcul plus... Non. Donc, pour les particuliers, là, je n'ai pas plus à dire. Je vais mettre un rouge ici. Là. Il y a une petite exception à ce que je viens d'avancer, mais on ne la traitera pas. Donc, ça va faciliter pas mal le portrait. Retenez ça, base de caisse. Ce n'est pas la même chose pour des sociétés. Pas du tout. Les sociétés, quant à elles, doivent vraiment établir leurs revenus d'intérêt sur une base de la comptabilité, j'aurais dû écrire d'engagement, comptabilité d'exercice. Vous voyez tous la différence? De toute façon, les comptables qui feraient la comptabilité de cette société-là calculeraient de toute façon aussi le revenu d'intérêt sur la base de la comptabilité d'engagement. Donc, si j'ai une société qui a une fin d'année du 1er juillet au 30 juin, il faut vraiment trouver la dépense d'intérêt du 1er juillet au 30 juin, indépendamment des encaissements. Donc, ça nous demande peut-être de faire des courus en fin d'année. Je vais vous rappeler juste mettre ça de façon visuelle. Quand on fait de la comptabilité d'engagement, on est habitué. Donc, si ça, c'est mon fameux 1er juillet au 30 juin, qui est vraiment mon année financière pour ma société, mon année d'imposition, puis je vais vous dessiner les encaissements. Admettons que vous avez ça, puis le prochain sort. Bien, nous, il faut calculer le revenu d'intérêt, pas sur la base d'encaissement, sur la base de la ligne jaune. Donc, ça veut dire que pour les fins d'imposition, il va falloir, moi je dirais qu'on pourrait imposer, on va rentrer tout ça, rentrer tout ça, puis là, on va finir en enlever, là. Donc, si on y va sur une base, si on considère les encaissements, il y en a trop ici. Donc, ça, on va l'enlever. Il faut enlever ça. On ne s'impose pas là-dessus. Puis, il va falloir enlever ça aussi. On ne s'impose pas là-dessus. Donc, on peut y aller avec des calculs. Là. Si c'était à chaque 6 mois, par exemple, qu'il y a des versements, bien ici, je peux prendre 4/6 du versement. Ici, je vais le prendre au complet, 6/6, puis je vais finir avec un 2/6. Donc, c'est assez facile à calculer. Je ne veux pas tant vous mêler dans les calculs, je veux juste que vous sachiez qu'on y va sur une base de caisse si on est en présence d'une compagnie, d'une société par action. Oui, c'est ça, pas ça que j'ai dit? J'ai dit base de caisse, excusez-moi, sur la base de la comptabilité d'engagement. Je m'excuse. Merci de me rappeler. Des questions? Oui, je vous écoute. L'engagement, c'est pas comme le contrat de dessin. Non. Si. Le revenu, la première année, je pense que c'est du revenu qui t'avait en face. Ben, pour cette portion-là, c'est pour ça qu'il faut l'enlever. Donc, autrement dit, là, si on y allait sur une base, on va y aller à contrario, si on y allait sur une base de caisse, je prendrais le résultat de ces deux flèches bleues-là. D'accord? Je prendrais tout simplement ça, je m'imposerais dessus. Les particuliers, c'est ça qu'ils font. Ça, ils s'imposent dessus au complet. Ça, ils s'imposent dessus au complet. Puis ça ira l'année prochaine. Les compagnies ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas du tout faire ça. Il faut se mettre à faire des calculs pour aller chercher exactement l'intérêt, encaissé ou pas, mais qui a été réalisé entre le 1er juillet puis le 30 juin. Fait que tout ce qui tombe, faut tout tomber ce qui tombe après, il faut tout enlever ce qui tombe avant, puis juste venir chercher ce qui est valable pour l'année. On fera un petit calcul tout à l'heure, si vous voulez, à la pause, là, pour illustrer ça. Mais c'est exactement ce que vous faites en comptabilité, de toute façon. Ça va? Ouais, je vais juste mal interpréter. OK. Bon, c'est pas évident, là, je fais ça rapidement. Deuxième type de revenu, les revenus de dividendes. Je vous pose la même question, mais en tout cas, elle n'est pas évidente. Je vous pose la même question, vous ne connaissez peut-être pas la réponse. Comment on impose les revenus de dividendes? Oui, c'est du revenu bien, merci. Puis, est-ce qu'on les impose sur une base de caisse ou une base de comptabilité d'engagement? La question ne se pose pas vraiment, puis je vous explique pourquoi. C'est nécessairement sur une base de caisse. D'accord? Un petit mot pourquoi. Un revenu de dividende, ce n'est pas la même chose qu'un revenu d'intérêt. Qu'est-ce qui donne droit à un revenu d'intérêt? Dans le monde du placement, là, si on décortique ça au niveau juridique, je fais un placement en obligation d'épargne, j'achète des obligations d'épargne, qu'est-ce qui me donne le droit que ce placement-là me rapporte des intérêts? C'est le temps.
À chaque jour où je laisse mon capital investi dans cette entreprise-là, à chaque jour, je me mérite une journée d'intérêt. C'est le temps qui fait gagner de l'intérêt. Je pose la même question maintenant pour un revenu de dividende. Au lieu d'investir dans un placement comme des obligations d'épargne, on fait juste changer la donne, j'investis dans une compagnie, j'achète moi des actions de compagnie. Donc, mon capital étant investi dans des actions de compagnie, je vais recevoir un rendement sous forme de dividende. Qu'est-ce qui donne le droit à un dividende aux actionnaires? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que chaque jour où je suis actionnaire d'une compagnie me donne droit à un jour de dividende? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui donne le droit à un dividende pour un actionnaire? La déclaration du dividende par le conseil d'administration. Tu peux être actionnaire pendant 3 ans. Si on ne te déclare pas de dividende, that's it, that's all, tu n'as droit à rien. Ça se peut qu'on te déclare 8 dividendes l'année suivante. Donc, là, on ne peut pas parler de dividendes courus, puis la notion de comptabilité d'engagement ne peut pas s'appliquer parce que c'est tout simplement pas applicable à des revenus de dividendes qui ne se gagnent pas avec le temps, mais qui se gagnent avec la déclaration des revenus de dividendes. Donc, c'est toujours imposé sur une base de caisse pour tout le monde. Particulier, société, au niveau de ça, c'est indiscutable. Vous rappelez-vous d'une particularité au niveau des revenus de dividendes? Majoration, effectivement. Donc, les particuliers qui encaissent des revenus de dividendes doivent les majorer. Vous rappelez-vous des taux? J'ai un tableau à la page suivante, là, pour ça que... Les taux de majoration, est-ce que vous vous en rappelez? Il y avait soit majoré par 18%, soit majoré par 38%. Puis, ça se complétait comment, cette imposition-là, au niveau des particuliers? C'est bizarre, hein, en passant, là. J'espère que vous allez être capable de donner une explication. Quand quelqu'un va vous dire, pourquoi quand j'encaisse 100 $, vous m'imposez 78 $? Majorité de 18 %. Je ne sais pas que vous avez une réponse à ça. Parce que ça défie toute logique, là. Quelqu'un qui encaisse 100, on l'impose sur 118. J'espère que vous êtes capable de donner une explication à votre client. C'est quoi l'explication? Pardon? Tu as un crédit d'impôt qui s'en vient. Tu ne peux pas parler du dividende sans parler du crédit d'impôt. Ça ne se sépare pas, là. Les deux sont ensemble dans ta bouche, là. Quand tu parles d'un dividende à quelqu'un, parle du crédit d'impôt qui s'en vient avec, parce que les deux mis ensemble, là, ça a plus de sens. Si tu les sépares, ça n'a vraiment aucun sens. Qu'en est-il? Ça, c'est pour les particuliers. Donc, moi, si j'ai un placement qui me paye des dividendes, c'est ça qui va m'arriver. Qu'en est-il d'une compagnie? Une compagnie qui ferait un placement en action et une compagnie qui encaisserait des dividendes en retour, comment elle traiterait ce revenu de dividende-là? Il n'a pas de majoration. C'est exactement comme si c'était du revenu d'intérêt. Si la compagnie encaisse 100 $ de dividendes, la compagnie va s'imposer sur 100 $ de dividendes. Donc, voici un tableau super important. 2 colonnes, 2 lignes qui vous rappellent la réalité ou le traitement appliqué au revenu de dividende. La majoration, c'est seulement pour les particuliers, ici. Majoration et crédit d'impôt, bien sûr. Quand c'est une société qui encaisse le revenu de dividende, il n'y a aucune majoration, aucun crédit d'impôt. Tout comme si c'est une société étrangère qui vous versait le dividende. Donc, vous voyez là, vous avez un tableau avec 4 cases. Bien, c'est une case sur 4 qui a du dividende. 3 qui s'est majoré, pardon, et crédit d'impôt. 3 cases sur 4, il n'y en a pas. Fait qu'à l'examen, soyez attentifs. Quand vous voyez rentrer 100 pièces de dividende, n'allez pas le majorer automatiquement. Vous avez 3 chances sur 4 de vous tromper. Ça dépend qui a reçu le dividende, ça dépend qui a versé le dividende. Soyez attentifs. D'accord? Fiscalité 1, des fois, on va vite là-dessus parce que ce n'est pas le propre de l'étude en fiscalité 1, mais en fiscalité 2, quand ton sujet s'appelle calcul du revenu d'entreprise et de biens, à l'examen, il faut que tu maîtrises ces nuances-là. C'est bon? Mais c'est un tableau, je pense, qui est facile à découper ou à recopier, puis qui dans vos feuilles de notation. Vous voyez à quoi je fais référence. Là. Et qui peut vous être utile. Est-ce qu'il y a des questions sur les revenus de dividendes? Et finalement, on a parlé de revenus d'intérêt, revenus de dividendes. Un mot sur les revenus de location. Donc, troisième type de placement. Au lieu de faire un placement en obligation qui me rapporte de l'intérêt, au lieu de faire un placement en action qui me rapporte des dividendes, je pourrais faire un placement en immobilier qui me rapporte des revenus de location. Ça peut être de l'immobilier personnel ou de l'immobilier commercial. Je pourrais m'acheter une tour à bureau puis louer ça à des professionnels. Peu importe, là, moi, j'encaisserais dans tous les cas des revenus de location. Comment on impose les revenus de location?
Tout le temps la même question qui revient. Base de caisse ou base d'engagement? Engagement. Donc, il faut exactement trouver votre revenu de location pour votre année d'imposition. Donc, quand je répète, là, je peux vous refaire un petit dessin. Je n'ai pas beaucoup de place. Oui. Oui, c'est sûr. Du revenu, on en a parlé on en a parlé au tout début du sujet 1, quand on expliquait les débats. Quelle est la différence entre du revenu d'emploi et du revenu d'entreprise? Entre du gain capital et du revenu d'entreprise. Puis le troisième débat, c'est la différence entre du revenu de bien et du revenu d'entreprise. Puis je vous ai dit, quelqu'un qui exploite passivement un 4 logements puis qui encaisse du revenu de loyer, c'est clairement du revenu de bien. À l'autre bout du spectre, quelqu'un qui a, je vous ai donné l'exemple de 10 immeubles répartis dans la province, puis ça te prend 12 employés à temps plein pour fournir l'entretien puis tout ça, c'est clairement du revenu d'entreprise. Non, 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 il n'y a pas de chiffre établi. C'est le jugement. C'est le jugement. Puis, à quelque part entre les deux, il y a des situations qui ne doivent pas être faciles à trancher. Ouais, mais est-ce que tu penses que les règles de la caisse pop ou de la banque, dans leur livre à eux, ça a une résonance au niveau de la loi de l'impôt? Non, pas du tout. Ben, tu fais bien de soulever le point, mais pas du tout. Donc, je vais vous dessiner vos encaissements. Ça, c'est votre année d'imposition. J'ose pas marquer de date parce que ça peut être n'importe quoi. Si tu es un individu, c'est clairement une année civile, mais si tu es une société, ça peut être n'importe quoi d'autre. Puis imaginez que je fasse 12 encaissements là, de tes locataires qui te payent, mais j'ai pas assez de place. Mettons qu'ils te payent aux 4 mois. Là. Je vais faire des. Donc, comprenez mon problème, n'est-ce pas? Je ne ferai pas 12. Là. Donc, admettons que tu te fais payer là, puis le prochain, le mois de décembre, il te paye seulement en janvier. Ben, donc, tout ce que tu as encaissé, tu vas t'imposer dessus. Ton loyer de décembre, si ton locataire te le paye en janvier, il est imposable dans l'année d'imposition, décembre? Oui. Même s'il n'a pas été encaissé, c'est un loyer de décembre. C'est ça la base d'engagement. C'est un revenu pour toi en décembre, tu t'imposes dessus. Même si tu vas encaisser en janvier. C'est ça la comptabilité d'engagement. C'est le contraire de la comptabilité de caisse. Puis à l'inverse, si on avait un perçu d'avance, complètement, tu sais, au lieu d'avoir un locataire mauvais payeur, tu as un locataire extrêmement bon payeur. Il est tellement pressé là, qu'il part en Floride, lui, en janvier, fait qu'il vient le 25 décembre, puis il te paye son loyer de janvier prochain, parce qu'il va partir dans le sud. Fait que là, en décembre, tu as encaissé quelque chose pour du loyer de janvier prochain. Tu fais quoi avec ça? Est-ce que tu t'imposes là-dessus? Ça fait des semaines qu'on parle de comptabilité d'engagement. Vous devriez me dire non. Selon la comptabilité d'engagement, c'est un perçu d'avance. C'est un passif. Tu as encaissé l'argent, mais tu dois le service. Fait que c'est pas imposable. Donc, c'est la comptabilité d'engagement pure et dure. On impose les loyers encaissés, on impose les loyers à recevoir, c'est ce qui est écrit ici, mais on n'impose pas les perçus d'avance. Tout ce qui est encaissé, tout ce qui est à recevoir, et on n'impose pas les perçus d'avance. OK, on s'intéresse aux déductions maintenant. Ben, juste avant de tourner la page. Donc, on a fini les articles d'inclusion touchant nos 3 sources de revenus passives, intérêts, dividendes, location. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut aller appliquer à l'encontre de ça? On parlera un peu des... Peu importe si tu as fait un revenu d'intérêt, un revenu de dividende ou un revenu de location. Quelles sont les dépenses déductibles maintenant à l'encontre de ce genre de revenus-là? Moi, il y en a une qui est plus importante que toutes les autres, là. Dans la vraie vie, il ne faudrait surtout pas l'oublier. Je vais vous donner mon exemple, OK? J'aime pas parler de moi, mais je vais me prêter au jeu pour faire une petite confidence, là. Imaginez que vous faites mon rapport d'impôt à moi, OK? Puis, vous me dites, comme tout bon comptable, Nicolas, envoie-moi tes feuillets. Fait que je te fais une enveloppe brune, je te mets tous mes feuillets, mon T4 de l'université, mon T5 parce que je fais de l'intérêt. Puis toi, tu t'en vas saisir ça dans ton logiciel d'impôt. Tu es tout content, puis c'est correct, là. Puis là, mon T5, c'est un feuillet qui fait état de mes revenus d'intérêt. J'ai un T5 qui mentionne que j'ai fait 50 000 de revenus d'intérêt.
Fait que vous m'imposez sur mon salaire, peu importe, 100 quelques mille, peu importe, 60 000, 50 000. Vous m'imposez sur mon revenu d'intérêt 50 000 pièces. Est-ce que ça finit là? Il ne faudrait pas que ça finisse là. C'est sûr que si vous êtes passif, puis que vous vous contentez de faire de la saisie, souvent en passant, c'est ce qu'on reproche aux comptables, hein, les compteurs, c'est celui qui est un peu passif, qu'une fois que ça a fini de faire sa saisie, il pèse sur un bouton, puis il pense que c'est fini. Mais il faut être un peu plus actif que ça, puis un peu plus curieux. Ça ne vous intrigue pas un T5? Ça fait 10 ans que vous me connaissez. Vous connaissez toute ma petite vie, vous connaissez ma famille, vous êtes mon comptable depuis 10 ans. Vous savez dans quel genre de maison j'habite, quel genre de train. Vous savez que je suis prof à l'université, ma femme a un job bien normal, et je vous amène un T5 de 50 000 pièces. Ça ne vous intrigue pas? Quel capital ça prend de coller pour générer 50 000 pièces de revenus d'intérêt? Sortir ma calculatrice. Quel capital ça prend en obligation d'épargne pour générer en intérêt seulement, en une année seulement, 50 000 pièces? Ça rapporte quoi les intérêts ce temps-ci, les obligations d'épargne? 1%? OK, calculons ça. À 1%, là, 50 000 d'intérêt en une année, je fais du 1%. 5 millions. Ça prend 5 millions en capital, cette année, de placer, pour me générer en intérêt, justifié par le T5, 50 000 pièces d'intérêt. Vous êtes bien à l'aise avec ça, vous? Bon, j'ai eu le feuillet, je l'ai saisi. L'ordinateur m'a rien dit. Mais non, l'ordinateur t'a rien dit. Je sais bien, mais ça se peut que ça pose des questions. J'ai pas gagné à la loterie. Vous le savez que je suis pas riche, vous me connaissez. J'ai pas 5 millions de collés, ça se peut pas. J'ai pas hérité, rien de tout ça. Comment ça pourrait s'expliquer alors? Pardon? Eh ben, c'est pas payant, ça. Même pas de congé de cotisation, rien. Non. Ce que j'ai fait, là, vous pouvez tout le faire demain matin. Tout le monde dans la classe. C'est pas dur. Si tu veux faire un placement de 5 millions, qu'est-ce que tu peux faire? Demain matin. Va l'emprunter. C'est ce que j'ai fait. J'ai emprunté 5 millions pour faire un placement de 5 millions. Là, vous m'imposez sur le rendement de ce placement-là. Mais qu'est-ce que vous oubliez de l'autre côté? Hey, j'ai un coût à cet emprunt-là, moi. J'ai un coût. Donc, vous êtes en train de m'imposer sur le rendement de mon placement, puis vous ne vous intéressez pas au coût de mon emprunt. Donc, la plus grosse dépense pour les investisseurs, c'est la dépense d'intérêt qu'ils payent sur de l'emprunt. C'est la principale déduction que beaucoup de gens oublient, la déductibilité des intérêts. Donc, beaucoup d'investisseurs empruntent pour faire leur placement et ont un coût d'emprunt qui est entièrement déductible. Donc, les intérêts payés ou payables sur un emprunt sont déductibles s'il existe une obligation légale de verser cet argent en vue de tirer un revenu de bien ou d'entreprise. Ce serait la même chose, là, mais on ne s'obstinera pas sur les mots de cet article-là. Mais essentiellement, là, c'est ce qui permet de venir déduire toutes mes dépenses d'intérêt. Donc, dans ma petite histoire, finalement, si on veut finir, mon obligation d'épargne me rapporte du 1% d'intérêt. Imaginez que mon coût d'emprunt, là c'est plate, les taux sont petits, là. Je fais du rendement de 1, imaginez que mon coût c'est 0,8%, là, 80% de 1%, là, 0,8. Ben, il est de combien mon enrichissement réel? J'ai encaissé 5 millions, j'ai encaissé 50 000, mais ça m'a coûté 40 000 en intérêt. Fait que mon gain réel, il est 10, il ne va pas m'imposer sur 50. Il est 10, mon gain. Fait que de grâce, impose-moi sur 50, puis il va me déduire mon 40, qui est ce que je dois payer à la banque en intérêt. On change une donnée. Une donnée, puis je ne m'étire pas là-dessus parce qu'on pourrait en parler longtemps, cet article-là. Imaginez que j'ai investi, au lieu que ce soit des obligations qui me rapportent de l'intérêt, j'ai investi 5 millions dans des actions. Des actions qui peuvent, je dis bien qui pourraient me rapporter des dividendes, mais je ne suis pas sûr. Donc, qu'arrive-t-il dans l'année si j'emprunte 5 millions pour acheter des actions? Et dans l'année, les actions me rapportent 0 dividende. Ça se peut. Le conseil d'administration a déclaré aucun dividende cette année. Donc, j'ai dans mes inclusions 0 et j'ai toujours 40 000 pièces que ça me coûte pour mon emprunt. Est-ce que mon intérêt que je paye sur mon emprunt est déductible si ça n'a rien généré dans l'année? La réponse est oui.
déductible. Fait que je vais afficher 0 inclusion, moins 40 000 de dépenses d'intérêt, puis ça va finir mon revenu de bien à moins 40 000. Puis ça s'appelle comment un revenu de bien qui est négatif? À 3A, revenu de bien, c'est quoi son miroir à 3D? Perte de bien. Fait que j'aurai aucun revenu de bien, puis je vais afficher 40 000 pièces de perte de bien. C'est très généreux, cet article-là. L'article qui permet de déduire les intérêts, là, regardez juste quelques mots. Les intérêts payés ou payables sont déductibles. Si tu as emprunté, regardez les mots « en vue de tirer un revenu de bien ». En vue de, ça veut dire avec l'intention de. Donc, si j'ai emprunté puis j'ai fait un placement dans le but que ça rapporte, c'est suffisant. Est-ce que ça a vraiment rapporté dans l'année? Ce n'est pas important de le savoir. L'important, c'est que j'avais l'intention que ça me rapporte. Fait qu'on n'est même pas obligé de faire effectivement cette année un revenu de bien que je pourrais toujours déduire mes intérêts. En autant que j'aille placer l'argent, évidemment, dans un placement générateur de revenus, de biens. D'autres exemples du même genre, là, mais tu peux... Imagine que tu as un exemple ici où tu empruntes à 7 %, tu fais un placement, tu espérais qu'il te rapporte beaucoup, puis il te rapporte juste 1. Mais encore une fois, tu vas t'imposer sur le 100 piastres que tu vas générer ton placement, et tu vas pouvoir déduire ton 700 $ sans problème, qui est le fameux 7 %. Je sais qu'il y a des gens en finance, là, la conclusion là, que je veux dire, là, puis les comptables, ça vous intéresse aussi, là, c'est très, très généreux. Si vous avez un investisseur qui ne déduit pas ses intérêts, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas sa job. Parce que c'est impossible de passer à côté de ça. Le législateur ne conteste rien, l'ARC ne conteste pas, l'article, il est généreux. Tu sais, là, tu passes vraiment à côté. Il y a quelqu'un qui ne fait pas sa job si tu as un investisseur qui a fait de l'emprunt puis qui ne va pas déduire ses intérêts. Parce que dès que tu as contracté ton emprunt puis que tu as fait ton placement, ça finit là, tu devrais déduire tous tes intérêts le temps de ton emprunt. Juste à temps qu'il soit pleinement remboursé. Fait que faites vos devoirs, il ne faut pas l'oublier, puis il n'y a pas de restriction, c'est un article qui est généreux, c'est le cas de le dire. Donc voilà pour ça. On continue sur les éléments déductibles. Les intérêts courus sur obligation. C'est une petite règle juste pour vous rappeler que quand vous transigez sur des obligations et que vous transigez en 2 dates de paiement d'intérêt, en 2 dates de versement plutôt d'intérêt, je vais vous le dessiner ici, là. Quand on transige des obligations sur le marché secondaire, vous savez que les obligations, ils vont verser de l'intérêt 1 fois par année aux détenteurs, en tout cas, ou 2 fois par année? OK. La plupart des obligations, c'est 2 fois par année, effectivement. Comme ça. Le prochain va être là. Qu'est-ce qui arrive si tu achètes, sur le marché secondaire là, ou à la bourse, qu'est-ce qui arrive si tu achètes des obligations ici? Donc, tu les achètes non pas à la compagnie qui va pas des obligations qui vont être nouvellement émises. Tu achètes des obligations déjà émises. C'est à toi. Toi, tu as les obligations. Moi, je te les achète. Puis, je te les achète ici. Qu'est-ce qui va... Donc, admettons que c'est des obligations d'une valeur de 1 000 $, la valeur nominale. C'est-à-dire que ce placement-là, initialement, c'était un placement de 1 000 $ qui a été fait à la compagnie émettrice. Donc, évidemment, je vais payer 1 000 $ pour cette obligation-là. Mais qu'est-ce que le vendeur va me demander de lui payer aussi? Des intérêts courus. Ici, là, toute cette portion-là d'intérêt, là, ça appartient au vendeur. Parce que je vous le disais, moi, ce qui rapporte de l'intérêt, c'est le temps. Bien, ici, là, tout ce qui est en bleu, c'est du temps où le vendeur était propriétaire de l'obligation, puis c'est son capital qui était immobilisé dans le placement. Donc, cet intérêt-là, il appartient au vendeur. Sauf que vu que j'achète ici, le prochain versement, c'est moi qui vais l'encaisser, au complet. La compagnie, elle ne fera pas de 2 chèques. Là. La compagnie, elle va faire un chèque ici au détenteur inscrit au registre ici. Donc, l'acheteur, il va me demander de lui verser, avec un petit calcul, la bourse implicitement reconnaît ça, dans le prix de l'obligation. Donc, il va avoir un intérêt couru, là, peu importe le calcul, là, admettons que ça donne 200 $, mais il va falloir payer 200 $ de plus pour cette portion-là ici au vendeur. Donc, c'est de ça qu'il est question. Imposable pour un, déductible pour l'autre. D'accord? Donc, le vendeur va s'imposer là-dessus et l'acheteur va pouvoir le déduire. Ce paiement-là de 200 $ que je viens d'illustrer. Plus 200 pour un, moins 200 pour l'autre. Ça va?
La transaction de 1 000 elle n'est pas imposable. C'est une transaction de nature capitale. Ça, c'est du placement. C'est le capital. Mais la portion intérêt, imposable déductible. Quelques intérêts non déductibles, vous le saviez peut-être, donc je change de couleur pour tomber dans le négatif, sont non déductibles. Sont non déductibles les intérêts sur emprunt. On parlait tout à l'heure que tout le monde peut déduire ses intérêts sur emprunt. Il y a des exceptions, ils sont là en rouge. Si tu empruntes pour placer dans ton REER, si tu empruntes pour faire une cotisation excédentaire dans ton fonds de pension d'employeur, les RPA, RPDB, c'est des fonds de pension d'employeur. Si tu empruntes pour faire ce genre de placement-là, dans un régime enregistré d'épargne-études, dans un CELI, dans tous les cas, le coût de ton emprunt n'est pas déductible. Contrairement à la règle générale que j'ai illustrée tout à l'heure avec insistance. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces placements-là? Ils ne sont pas imposables. Tous ces placements-là sont à l'abri de l'impôt. Donc, tu n'auras jamais d'inclusion du fait que tu fais ce genre de placement-là. Donc, conséquemment, c'est logique de ne pas te donner la déduction parce que tu es protégé des inclusions fiscales par ces fameux régimes-là qui sont à l'abri de l'impôt. Réfléchissez un instant à la question suivante. Très simple. Vous avez un ami, ou vous-même, ou un client, qui dit « Moi, j'emprunte cette année, parce que j'ai vu des publicités à la télé, puis je cotise à mon REER. » Parce qu'on m'a dit de faire ça à la télé. OK? Et par ailleurs, dans ma vie, j'ai déjà eu des liquidités, j'ai déjà eu de l'argent, que j'ai investi dans des placements hors REER. Donc, moi, j'ai déjà fait des placements à la bourse ou en obligation, hors REER, puis j'ai payé ça comptant. Puis là, j'ai plus de cash, j'ai plus de comptant, puis ça me tente de cotiser à mon REER. Fait que comme j'ai la télévision, ils m'ont dit, je suis allé emprunter pour cotiser à mon REER. Réfléchissez à ça. Vous trouvez ça brillant? Oui? Hey, c'est horrible! Horrible. Acceptez jamais une situation comme ça. Défaites ça, puis refaites ça. Il faut que l'emprunt soit pour le hors REER, puis il faut que le comptant soit pour le REER. Parce que si tu laisses ça comme ça, tu te prives de la déduction des intérêts. Ici, tu ne peux pas déduire tes intérêts parce que tu es allé placer ton capital dans un placement à l'abri de l'impôt. Puis par ailleurs, tu avais des liquidités que tu as utilisées pour du hors REER. Dans quel cas, si l'emprunt était ici, ça serait déductible, les intérêts. Fait que ça n'a aucun sens d'avoir une structure de placement comme ça. Tu défais ça, puis tu recommences. Tu défais ça, tu recommences. Donc, tu vends un placement, tu liquides tout ça, puis tu recommences. Quitte à réemprunter, mais il faut que tu attaches l'emprunt avec le bon type de placement. Autre chose qui est non déductible, sont non déductibles les impôts eux-mêmes. Il y a des gens qui se posent cette question-là. Quand je paye de l'impôt, c'est une dépense déductible? Non. Donc, payer de l'impôt en soi, ce n'est pas une dépense déductible. Tout comme les intérêts sur impôt, les pénalités sur impôt, c'est la même chose pour les fautes en matière d'acompte provisionnel, en matière de remise de taxes. Tout ça, c'est des éléments qui sont non déductibles. Les impôts eux-mêmes, ça, je pense que vous vous en doutez. Mais ce qui est encore plus important et plus fréquent, les intérêts pour impôts à compte provisionnel ou taxes remis en retard et les pénalités pour même raison. Là. La raison de la chose, je vous l'avais déjà dit, je crois, c'est que quand on vous donne des intérêts pénalités, c'est pour vous punir. C'est clairement coercitif. Puis une punition, si après ça, ça te fait sauver de l'impôt parce que tu passes ça en déduction, mais ça amoindrit pas mal l'effet de la punition. Fait que si on veut vraiment qu'une punition soit... c'est comme, je ne sais pas quel parlage je peux vous donner, mais tu sais, on mettrait quelqu'un en prison, mais par ailleurs, ça lui ferait sauver plein, ça lui donnerait plein d'autres avantages. Non, il faut que la punition soit claire, puis que ça ne procure pas un avantage, un autre avantage. Donc, quand vous subissez ces punitions-là, il n'y aura pas d'allègements fiscaux reliés à ces paiements-là, pour garder l'effet punitif. Les dépenses de location, on s'est intéressé tout à l'heure aux revenus de location, comment on imposait les revenus de location. Maintenant,
Qu'est-ce qu'on peut déduire à l'encontre d'un revenu de location? Bien, toutes les dépenses reliées à votre immeuble. Ce n'est pas une liste exhaustive qu'il y a là, mais imaginez que vous êtes un propriétaire d'immeuble ou le louez, puis que vous vous imposez sur les loyers. Bien sûr, vous pouvez déduire tout ce que vous coûte votre immeuble. Tous les coûts que vous avez reliés à cet immeuble-là, puis ça, quand même, il y en a beaucoup là. Un immeuble, ça coûte des choses. Fait que tout ça devient déductible à l'encontre de votre loyer. En autre. Et c'est pas exhaustif. Donc, l'entretien de la bâtisse, l'assurance de la bâtisse, les impôts fonciers, taxes municipales, taxes scolaires, tous les frais de fonctionnement qui seraient à votre charge à vous. Donc, si vous payez l'électricité, si vous payez le câble, si vous payez ci, si vous payez ça, bien, déduisez-le. La publicité dans les journaux, sur le net, pour aller chercher des locataires. Vous pouvez évidemment amortir la bâtisse aussi, quoiqu'il y a des risques. Attention, on n'est pas obligé, on peut se retenir aussi. Parce qu'une bâtisse, ça ne perd pas de valeur. Donc, quand vous allez la revendre, aussi cher que vous l'avez acheté, sinon plus cher, vous allez devoir redonner l'amortissement que vous avez pris. Vous allez devoir vous imposer. Ça s'appelle la récupération de l'amortissement. C'est bon pour ça? Qu'est-ce que j'allais vous dire pour les immeubles? Oui, évidemment, si vous habitez cet immeuble-là, imaginez un immeuble 4 logements, puis vous en habitez un. On voit ça souvent. Vous en louez 3, vous en habitez un. Ici, là. D'habitude, tu n'habites pas en haut. D'habitude, tu habites en bas. Donc, si tu habites un quart de l'immeuble et tu en loues 3/4, quel impact ça va avoir sur ton calcul de déduction? La plupart de ces dépenses-là vont être déductibles aux 3/4. La plupart de ces dépenses-là, qui sont attribuables à tout l'immeuble, il va falloir que tu dises, il y a un quart qui est une dépense personnelle, reliée à ma partie, à moi que j'habite, puis il y a 3/4 qui est relatif à mes locataires. Bien sûr, si tu refais la toilette d'un locataire, tu peux le déduire au complet. Si tu refais ta toilette, tu ne le déduis pas. C'est le jugement qui s'applique rendu là. Mais pour les dépenses générales attribuables à toute la bâtisse, on y va sur un prorata basé sur les superficies. C'est bon? Oui, monsieur? Non, tu n'es pas obligé. Donc, on en reparlera à sujet 2, mais tu n'es pas obligé. Donc, les gens qui comprennent cette notion-là puis qui ont peur des conséquences lors de la revente, ils ont juste à ne pas prendre d'amortissement. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça change pour la banque que tu prennes de l'amortissement dans ton rapport d'impôt personnel ou pas? Mais peut-être tu faisais un lien que c'est personnel à chacun. Parce que ça va, dans le fond, ça va construire ton revenu de bien à toi, que tu vas mettre dans ton rapport d'impôt à toi. Ça va influencer tes impôts à toi. Fait que c'est personnel comme décision. Autre question? Sont déductibles, attention, avec une nuance, là, sont déductibles ce qu'on appelle dans le jargon les frais de financement. Mais ça vise deux choses. Ça vise les frais que tu as encourus pour émettre soit du capital action ou pour aller chercher un financement sous forme d'emprunt. Donc, on parle des frais encourus dans le cadre d'une vente ou d'une émission d'actions ou les frais d'emprunt. Donc, imaginez que vous êtes en présent, votre entreprise, là, elle est incorporée et que vous avez besoin d'argent. Pour un projet, là, vous avez besoin de financement. Il faut aller chercher du financement. Quelles sont les deux grandes voies possibles, vous les connaissez, quand on est incorporé? Quels sont les deux grands moyens si on veut aller chercher 1 million de nouveaux argent pour un projet ou pour acheter un nouvel immeuble? On veut investir dans un nouveau parc immobilier. Comment on peut le faire? Vous le savez, j'imagine? Pardon? On peut émettre des actions. Donc, on pourrait émettre des nouvelles actions. Dans quel cas on aurait des actionnaires, des nouveaux actionnaires qui injecteraient le fameux million? Ou sinon, quelle est l'autre voie possible? Oui, obligation. Je vais aller avec un terme plus large, mais qui englobe obligation sous forme d'emprunt. Un emprunt, ça peut être émettre des obligations, faire un prêt. Ça peut être par voie d'emprunt. Dans quel cas on a un nouveau prêteur? Est-ce que vous voyez la différence au niveau juridique? C'est-tu la même chose, émettre des actions puis avoir dans les pattes un nouvel actionnaire? Je vais pas le mettre versus émettre un emprunt puis avoir un nouveau créancier ou un nouveau prêteur. C'est-tu la même chose? Ah oui, attention, là, un nouvel actionnaire, c'est un propriétaire. Émettre des actions, c'est le titre de propriété. Fait qu'en ayant des nouveaux actionnaires, tu partages la propriété de ta compagnie avec ces actionnaires-là.
Alors qu'un prêteur, c'est pas un propriétaire. C'est un prêteur, puis tu lui dois de le rembourser à plus rendement. Parlons-en du rendement. Un actionnaire qui investit 1 million, il va demander un rendement. Moi, je connais personne qui investit 1 million sans demander de rendement. Quelle est la forme de rendement qu'on paye à un actionnaire? Dividende. L'actionnaire, tu le rémunères en dividende. Alors que le prêteur, qui investit le même million, tu vas le rémunérer sous forme d'intérêt. Tu vas rémunérer un prêteur sous forme d'intérêt. Qu'est-ce qui arrive s'il y a une faillite? Qui est payé en premier? Le prêteur. Le prêteur a priorité sur les actionnaires en cas de faillite. Bon, ça, c'est le portrait juridique. La question fiscale qui se pose, c'est, en réalité, là, quand on va chercher 1 million de financement comme ça, il y a des frais, il y a des coûts reliés à cette démarche-là. C'est un peu illusoire dans des cas d'école quand on vous dit bon, ben, la compagnie va aller chercher 1 million sous forme d'emprunt, puis c'est réglé. Hey, voyons, essayez ça, voir rentrer dans une banque là, avec votre barbichette de 25 ans, puis dire moi, j'ai une compagnie, là, puis j'ai un projet d'1 million, pouvez-vous me faire un prêt d'1 million? Imaginez les formalités que le prêteur va demander. Là. Genre, il va vous demander des projections financières sur 5 ans. Il va vous demander vos états financiers vérifiés des dernières années. Il va vous demander vos ratios, vos ci, vos ça. Il va vous demander là, un dossier ça d'épais pour être capable de faire l'analyse et que vous comprenez son enjeu finalement. Fait que si vous n'êtes pas comptable, là, si vous êtes une compagnie de coloristes là, ou une compagnie de décoration intérieure, vous êtes capable de faire ça, vous, des projections financières, états financiers vérifiés? Vous ne connaissez rien là-dedans. Là. Fait que vous allez aller voir un comptable ou un autre professionnel qui, moyennant un honoraire, 5 000 $ d'honoraire, va vous faire ça. Donc, ça peut coûter jusqu'à 5, je dis ça comme ça, là, mais ça peut coûter jusqu'à 5 000 $ d'honoraire pour satisfaire toutes les démarches, appelons pas ça administratives, mais toutes les requêtes faites par le prêteur. C'est la même chose pour un actionnaire. Pensez pas qu'un actionnaire va injecter 1 million dans votre compagnie les yeux fermés. Il va vous demander la même affaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça la question, la grosse question. Qu'est-ce qu'on fait avec les frais reliés à une démarche de financement comme ça, reliés à une démarche de financement par action ou par emprunt? J'ai plus de place, malheureusement, mais je vais effacer la question à 1000 $, là, ici. Là, est-ce déductible? La réponse, c'est oui, mais sur 5 ans. 1/5 par année. C'est le traitement qu'on a décidé. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Moi, j'ai un fait. Donc, pour cette raison, ils sont déductibles linéairement sur raison 20 % par année. Donc, dans mon exemple, ce serait 1000 $ par année qui serait déductible. Ce paiement-là, je le déduirais 1000 $ par année sur les 5 prochaines années. Je pense que le législateur dit que ces frais-là, c'est des frais qui ont un impact à long terme. Quand tu vas chercher du nouveau financement, à quelque part, c'est pas juste pour ton année courante. C'est pas une obligation de ton année courante. Tu as en tête, puis il va y avoir des conséquences de ce geste-là sur plusieurs années. Donc, on veut aussi que la déduction soit différée. C'est toujours linéaire, 20 % par année. Ça aurait pu être d'autres choses, là, mais je peux difficilement vous dire pourquoi on a tranché. C'est toujours la même chose. Donc, c'est pas compliqué, il faut juste s'en rappeler. À l'examen, il n'y a pas beaucoup de monde qui le voit passer, celui-là. Je vous disais que le défi à l'examen, c'est des lumières rouges qui doivent allumer. Si tu ne vois pas, les lumières rouges, tu es un peu endormi, tu vas aller passer ça en déduction au complet, là, le 5000. Parce que tu ne verras peut-être pas la nuance sur ce genre de frais-là. Donc, retenez les moins importants. Frais de financement, soyons précis, là, c'est des frais reliés à une démarche d'emprunt ou des frais reliés à une démarche d'émission d'action. Puis à l'examen, je vais être tout aussi précis. 537, on ne le voit pas, c'est pas super important, c'est pour des détenteurs de terrains vacants. Là. Quand tu as un terrain, puis qu'il y a des pissenlits dessus, puis que le terrain ne te sert à rien, puis qu'il ne rapporte aucun revenu, la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec les intérêts et impôts fonciers? Parce que tu continues à payer des taxes municipales, des taxes scolaires sur ton terrain, mais il ne génère aucun revenu. Fait qu'il y a des restrictions. On ne peut pas déduire les coûts reliés à un terrain qui n'est pas utilisé pour faire du revenu. Sont déductibles les honoraires versés à un conseiller en placement. On parlait tout à l'heure de gens qui font des revenus d'intérêt, revenus de dividendes, revenus de location. Bien, il arrive qu'on paye un professionnel pour obtenir des conseils. C'est déductible. Attention, je ne parle pas de la commission, là. La commission, c'est le frais de transaction. Je parle vraiment d'honoraires pour obtenir des conseils de placement. Les frais de transaction,
honoraire pour vendre à la bourse, honoraire pour acheter à la bourse, ça va influencer le calcul du gain capital. Ça n'influencera pas le calcul du revenu de bien. Donc, ça va avoir un impact sur notre calcul de gain capital quand on va revendre ce placement-là. OK, autre sujet important. Je vais essayer de vous résumer ça le plus simplement. Ils vont ensemble, là, 5.9, 5.2.9 pardon, et 5.2.10. Je les explique ensemble. D'ailleurs, ils ont le même titre. Je vais vous glisser un mot sur les impôts étrangers. C'est important d'en parler parce que c'est très fréquent maintenant. Vous savez que quand vous faites du placement, vous pouvez faire du placement partout dans le monde. À l'époque, c'était rien que les riches qui pouvaient investir aux États-Unis, puis toi, le petit Canadien qui faisait juste placer au Canada parce que les marchés n'étaient pas mondiaux. C'était donc, on disait que c'était réservé à certaines classes d'investisseurs. Mais maintenant, là, vous le savez, vous allez sur Internet puis vous avez accès à n'importe quelle bourse dans le monde. Donc, cette explosion-là des marchés amène la question aussi de la double imposition. Quel pays va imposer vos revenus de placement? Puis, risquez-vous de vous ramasser en situation de double imposition, c'est-à-dire que vos activités de placement, il ne faudrait pas qu'elles soient imposées par deux pays. Le pays hôte où vous avez fait le placement, puis au Canada parce que vous êtes résident canadien. C'est un discours qu'on a déjà eu, mais je vais juste vous remettre en contexte. Regardez le petit exemple que je vous ai dessiné, qui n'est pas très compliqué. Imaginez que vous faites un placement de 10 000 $, mais au lieu de le faire au Canada, vous le faites aux États-Unis. Imaginez, j'ai fait un exemple, à la Banque de New York, là, disons. Là. Puis, ton placement est supposé te rapporter 10 % par année. Donc, 10 000 $, la Banque de New York dit ça paye 10 % par année. Fait que voilà, tu es tout content. Un an plus tard, tu reçois par la poste une enveloppe avec le petit logo Banque de New York. Tu es tout content, c'est ton intérêt qui t'est versé. Tu sais compter quand même, tu es comptable 10 000 fois 10 %. Tu le sais, le chèque qu'il y a là-dedans. Là. C'est 1 000. Là. Fait que tu ouvres ton enveloppe, tu regardes ton chèque, 800. J'ai placé 10 000, on m'a promis 10 %, je sais compter, ça fait 1 000, tu as un chèque de 800. Si tu regardes le talon du chèque, la Banque de New York dit, on te devait 1 000, on te doit 1 000 en intérêt, mais l'État américain fait une perception d'impôt, 200 $, 20 %. Donc, l'État américain ou le fédéral américain, peu importe, aux États-Unis, on retient 20 % d'impôt américain, puis on te donne le reste, 800 $. Ah. Première surprise. Mais tu vas en avoir deux surprises. Deuxième surprise, en fin d'année, quand on fait ton rapport d'impôt, ici, chez toi, à la maison, au Canada, qu'est-ce qu'on fait avec ce chèque de 800 $-là? On t'impose sur 1 000. Donc, c'est 800 et on t'impose sur 1 000. Deuxième surprise. Là, tu peux poser des questions. C'est quoi cette affaire-là? Tatati tatata. Ça porte un nom, ça, hein? Qu'est-ce que vous êtes en train de subir? Qu'est-ce que vous êtes malencontreusement en train de subir? C'est de la double imposition. Vous êtes clairement pris dans un contexte de double imposition. Votre 1 000 $, il a été à la fois imposé aux États-Unis, puis on est en train de vous l'imposer au Canada. Le même 1 000 $, imposé par deux pays. Donc, ça, c'est insoutenable. Tous les grands pays se sont entendus pour ne pas faire vivre de situation de double imposition à leurs citoyens. Donc, Canada et États-Unis, ça fait longtemps qu'ils ont signé un document qui s'appelle la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, qui va éviter, qui va empêcher cette situation-là. Et la Convention fiscale, pour faire une histoire courte, va demander au Canada, votre pays, de vous alléger. Donc, ça va prendre la forme d'un crédit d'impôt. Donc, le Canada va vous donner un crédit d'impôt pour vous dédommager puis pour que vous ne soyez pas en double imposition. Un crédit d'impôt, c'est la même chose que vous donner de l'argent en passant. C'est comme si on vous donnait de l'argent parce qu'un crédit d'impôt, ça annule l'impôt. C'est dollar pour dollar, ça coupe votre dépense d'impôt. Ça coupe votre chèque d'impôt à produire. Pour être totalement dédommagé, combien il faudrait qu'on vous donne? 200. Il faudrait qu'on vous redonne tout votre 200 $ payé aux États-Unis, puis qu'on dise maintenant, viens t'imposer à la maison. On annule le traitement, on annule l'impôt américain, puis qu'on vous impose comme il se doit à la maison. Mais malheureusement, le crédit d'impôt, il y a un maximum. C'est 15 %. Tout le monde sait ça. En mots clairs, si tu veux faire du placement, à l'étranger,
arrange-toi pour que le pays ne t'impose pas sur plus que 15 %. La garantie qu'on te donne comme Canadien, c'est que tu ne subiras jamais de double imposition à la condition que tu choisisses un pays où le taux d'impôt est de 15 % ou moins. Avec 15 % ou moins d'impôts étrangers payés, ton crédit d'impôt va totalement te régulariser, va complètement t'éviter la double imposition. Mais pas à 20 %. Donc là, tu as eu le malheur, par inadvertance, d'aller faire du placement dans un pays qui t'a chargé 20 % d'impôts, puis le fédéral t'en rembourse, le Canada t'en rembourse 15 en crédit d'impôt. Donc, dit autrement, tu as payé 200 $ en impôts américains. Ça aurait été légitime de t'attendre à ce que le Canada te redonne ton 200 $. Ça aurait été légitime. Mais malheureusement, on va t'en redonner 150 seulement. Puis, prochaine fois, prends-en note. Quand tu choisiras ton pays où tu vas faire ton placement. Ça je n'ai pas encore posé ma question. Là, hein. À date, c'est juste une histoire. Il faut que j'arrive à ma question fiscale. Êtes-vous d'accord que dans cette histoire-là, je viens de perdre 50 $? Comme investisseur, là, il y a un 50 $ vraiment là, que j'ai perdu. C'est le, il faut que tout le monde le voit, je pense. J'ai payé 200 $ d'impôts américains qu'on doit me rembourser, puis j'apprends qu'on m'en rembourse seulement 150. Fait qu'il y a vraiment un impôt étranger que j'ai payé, qu'on ne me remboursera jamais, qui à quelque part vient diminuer mon rendement, puis à quelque part devient un coût pour moi, l'investisseur. Je ne sais pas si vous voyez où je m'en vais avec ça. Quel est le traitement fiscal qu'on accorde aux dépenses des investisseurs? À l'encontre de ton revenu de placement est déductible la majorité de tes dépenses reliées à tes activités de placement. Vrai? Des dépenses qui sont des pertes pour toi, qui sont de l'argent que tu dois dépenser. Ce 50 $-là, ça n'en serait pas un? Exactement. Ce 50 $-là, ça devient, pour toi, le fils dit, OK, puisque tu l'as perdu dans notre mécanique, là, on va au moins te permettre de le déduire. Donc, il est là le traitement dont je voulais vous amener en jaune orange. Est déductible du revenu de bien tous les impôts étrangers payés et non récupérés par le crédit d'impôt. Je répète, puis je vais aller le souligner dans les textes importants. Est déductible pour les investisseurs la portion des impôts étrangers qu'ils ont payés et qu'ils n'ont pas pu récupérer par le crédit d'impôt canadien. Donc, dans mon cas, sur 200, j'en ai récupéré 150 sous forme de crédit d'impôt. Bien, le 50 que j'ai perdu, au moins, on me le reconnaît comme une dépense d'investisseur. Et on me permet de le déduire. On s'entend, je l'ai perdu le 50 $, mais au moins, je peux le déduire. Une déduction, c'est pas on ne me le redonne pas le 50 $, mais on peut au moins chuter mon revenu de 50 $. C'est une dépense au même titre que n'importe quel autre. Je répète une troisième et dernière fois, est déductible du revenu de bien les impôts étrangers qu'on a payés et qu'on n'a pas pu récupérer sous la forme du crédit d'impôt. Dans mon exemple, 50 $. Des questions? Si vous voyez. Oui, ça fait longtemps que je te fais en attendre, excuse-moi. Je t'écoute. Là, on a parlé des intérêts, mais est-ce que pour les dividendes, c'est 20 aussi? Parce que on peut imposer, par exemple, à 15 quand les dividendes. Ben, en passant, là, le 20 % ici, je ne suis pas sûr qu'il est vrai. Je n'ai pas vérifié c'était quoi le taux d'impôt américain qu'on chargeait aux Canadiens qui font ce genre de placement-là. Ça se peut que ce soit 15 %. Ce serait logique parce que Canada et États-Unis ont tout avantage à s'arranger pour qu'il y ait une belle circulation des placements, des investissements, puis que ça soit fluide, puis qu'il n'y ait pas rien qui se perde. Fait que tout le monde, qu'on mette ça à 15 % aux États-Unis, sachant que le Canada dédommage le premier 15 %, ce serait tout à fait logique. Moi, je devais faire un exemple qui illustre un excédent pour montrer la déduction possible. Tu comprends que si tu payes, tout le monde comprend, juste pour être sûr, puis on s'en va à la pause. Si vous payez 150 $ d'impôt aux États-Unis, puis que vous le récupérez en entier sous forme de crédit d'impôt, avez-vous droit à une déduction?
Non, vous avez tout récupéré. Vous n'avez rien perdu dans cette opération-là. C'est l'excédent qui est en droit de discussion. Il y a bien d'autres nuances sur ce sujet-là, là, mais on n'en parlera pas. Donc, à l'examen, soyez attentifs, impôts étrangers, puis essayez de vous garder une bonne note de ce qu'on vient de discuter et que j'ai mis en orange à l'écran, qui est aussi enregistré. Voilà, il est 10 heures. On prend la pause, s'il vous plaît. Merci beaucoup de votre attention. À moins qu'il y ait d'autres questions, là, je ne voudrais pas négliger les questions. Donc, une quinzaine de minutes, s'il vous plaît.